Bienvenue dans les séries épiques du Xinjiang d'un carnet de route. Je suis James Lam. Nous continuerons là où ma collègue Greta nous a laissés, à savoir la ville d'Altai ou Altai, si vous préférez, dans le nord du Xinjiang. Le hasard fait bien les choses, car l'annuel Akentanchang, un événement musical folk, a lieu dans les prairies à 1 heure vers le nord. Plus que la musique, c'est un festival de culture et de tradition kazakh. Il y a des concours à tire-larigot, de la traite de vaches et bien d'autres choses encore. C'est une chance qu'une des artistes phares vienne nous voir. Kamal, merci d'être notre guide. Bienvenue à Altai. Ce lieu convient parfaitement à l'événement, car les nomades kazakhs font de l'élevage de moutons et de bétail dans cette région depuis plus de 2000 ans et migrent chaque année entre les pâturages d'été et d'hiver. Leur tradition nomade laisse supposer que le nom kazakh vient d'un mot qui signifie vagabonder. Les Kazakhs représentent la deuxième plus grande minorité ethnique du Xinjiang. Il y a 1,5 million de Kazakhs en Chine, dont la majorité vit au nord du Xinjiang. Et bien que beaucoup d'entre eux ont adopté un style de vie citadin moderne, ils continuent à préserver fièrement leur héritage. Aujourd'hui, ils chantent dans la langue kazakh, des chansons kazakhes avec des instruments de musique kazakh. Ce n'est pas surprenant que cet événement ait rassemblé tous ces Kazakhs, car on dit que c'est par la musique folk traditionnelle que l'âme de ce peuple s'exprime le plus. C'est comme un jeu d'esprit pour les chanteurs. Ils doivent trouver les paroles les plus drôles et les plus fines pour impressionner la foule et les juges. En regardant autour de moi, je suis frappé de voir autant de monde s'adonner aux activités équestres. Ils vont d'un concours à un autre, tout à fait à l'aise sur une selle. Les Kazakhs sont connus pour être des cavaliers hors pair. Ils voient les chevaux comme l'expression de leur liberté. Une star dans les prairies. Tout le monde veut voir ce champion. Je veux lui serrer la main. Quelle entrée dans la culture kazakh! De leurs anciens foyers dans les prairies à la ville moderne d'Altai, qui maintenant se vante d'avoir la plus grande population citadine de Kazakhs dans le Xinjiang, c'est l'endroit parfait pour observer comment ils profitent de la vie citadine. On est au cœur de l'été, mais la ville d'Altai est étonnamment fraîche, à l'exception des rayons du soleil. J'ai adoré marcher à travers la ville parmi les espaces verts et respirer de l'air frais et propre. C'est tellement agréable. En plus de son héritage kazakh, la région est connue dans le monde entier pour autre chose depuis des temps reculés, l'or. En effet, Altai signifie montagne d'or. Chose étonnante, cette montagne d'or est une attraction pour les skieurs. Si vous avez l'intention de venir, réservez votre hôtel et vos billets d'avion tôt. Les touristes affluent ici l'été pour profiter de l'air frais et l'hiver de la neige. Avec des températures hivernales descendant à moins 40 degrés, les Kazakhs ont trouvé un moyen pour que ça reste agréable et chaud. Nous devons enlever nos chaussures, caméraman. Les tapis en feutre sont très importants pour les Kazakhs, et chaque famille en met partout sur le sol pour avoir chaud. Cette famille-ci est très connue pour fabriquer des tapis en feutre de très bonne qualité, et je vais essayer d'en savoir un peu plus sur la façon dont elle est faite.
À l'époque, toutes les femmes kazakhs savaient comment faire des tapis en feutre, car c'était absolument nécessaire pour faire face au climat difficile. Toutes les femmes peuvent faire des tapis en feutre. Ce savoir-faire doit être acquis avant le mariage. Les tentures sur le mur sont ouïghours, pas kazakhs. C'est une salle de séjour typique d'une famille kazakh, et je pensais que tout ici était kazakh. Mais en fait, les tentures sur les murs sont en réalité ouïghours. Ça montre à quel point les minorités ethniques s'influencent les unes des autres. Les deux choses qui sont les éléments extrêmement kazakhs sont les tapis en feutre que l'on met sur le sol et les plaids mis sur les lits pour garder la maison chaude. Et ensuite, là-bas, ce sont les broderies de la mariée. Elle les fait avant de se marier, et elles sont toutes différentes. Quant aux tapis en feutre, je n'ai absolument aucune idée de la façon dont elles mettent les couleurs ensemble. Vous voulez deviner comment elles font ? Bien, mystère résolu. Je pensais au début que ce qu'elle faisait, c'était mettre les couleurs les unes sur les autres, puis qu'elle les cousait ensemble. Mais en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles dessinent d'abord le motif, ensuite elles le découpent, le colorent, puis elles le remettent là et cousent tout ensemble. Ainsi, le produit fini est lisse. Il n'y a pas de bosse, et quand vous vous asseyez ou vous allongez, c'est très confortable. C'est vraiment chic. Les Kazakhs nomades font des tapis en feutre avec de la laine de leur troupeau. Les Kazakhs qui vivent dans la ville aujourd'hui les achètent. C'est leur façon de garder cette vénérable tradition vivante. La broderie est une autre expression importante de l'identité culturelle kazakh. Maintenant qu'ils vivent dans les villes, ils ont des machines qui les aident à en produire assez pour répondre à la demande. C'est l'alliance de la tradition et de la modernité. Et les motifs des broderies racontent aussi une histoire. Les costumes des Kazakhs sont beaux, colorés et chargés de sens. Cette ligne rouge que vous voyez autour du col signifie que le mari de la femme est toujours vivant. Si la ligne est jaune, alors il est décédé. Donc, vous n'avez pas besoin de poser la question. La patronne ici m'a dit que plus c'est fleuri, plus il y a d'arabesques et de pointes, plus la famille est riche et prospère, et plus les enfants sont nombreux. La broderie est un beau cadeau. En tant qu'une des grandes villes du nord du Xinjiang, Altaï et ses marchés est l'endroit parfait pour acheter des souvenirs. Des marchés à l'ancienne comme celui-ci vous montrent comment les locaux vaquent à leurs occupations. C'est intéressant de voir des gens acheter et vendre dans un endroit où les nomades avaient l'habitude d'échanger des biens par un système relativement simple de troc. Les vendeurs me disent que les nomades viennent aussi acheter des choses ici. Il y a quelque chose de particulier quand on visite des marchés durant les voyages. Les scènes, les odeurs et les sons sont ensuite ancrés en vous. La meilleure chose au sujet de ce marché, c'est qu'il est si typique. Ici, vous avez un bon aperçu de ce que les locaux mangent, boivent et portent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Négocier à 25 renminbi un chapeau traditionnel kazakh au style authentique, c'est vraiment génial. Je suis très content. Les tribus nomades ont souvent leurs propres instruments de musique, et les Kazakhs sont indissociables de la dombra, leur instrument le plus important. Kamal m'a amené dans un endroit où vous pouvez faire votre propre dombra, et en savoir beaucoup plus à leur sujet. J'ai lu ce livre sur les instruments de musique traditionnels kazakhs, et d'après ce livre, il y avait à l'origine 80 instruments, mais seulement 60 ont perduré à ce jour. Le plus important d'entre eux est la dombra, et on attend de chaque Kazakh qu'il sache en jouer. Il y en a de toutes les formes et de tailles différentes. Qu'est-ce qu'une dombra? Ça, c'est la dombra méli-mélo, la dombra kazakh la plus communément utilisée. D'accord, donc c'est le type de dombra le plus commun et populaire. Vous pouvez la trouver partout, dans chaque maison, et utilisée dans de nombreux événements spéciaux. Kamal est une joueuse professionnelle de dombra, vous voyez? Comment ça se fait qu'elle a deux manches?
C'est une dombra à 2 manches. Celui du haut, c'est pour les graves et celui du bas pour les aigus. Donc c'est une dombra à 2 manches. Celui du haut, c'est pour les graves et celui du bas pour les aigus. Je me demande avec quoi Kamal va revenir. Elle est pleine de surprises. Wow, rien que la forme est fascinante. Comment s'appelle cette forme? La dombra cygne. Comment ça se fait? Les Kazakhs pensent que les cygnes sont sacrés et ils les vénèrent. Je crois que ce n'est pas encore terminé, et c'est bien une dombra cygne. Vous voyez, c'est la tête, le cou, le corps et les ailes. C'est amusant. D'après le folklore local, un cygne a sauvé un berger pris dans une tempête. Le cygne s'est transformé ensuite en une belle femme. Ils se sont mariés et ont eu tous deux des enfants qui sont devenus les premiers Kazakhs. Le propriétaire du magasin de Dombra nous invite chez lui. Les Kazakhs sont amicaux et chaleureux. Dans une pièce pleine de Kazakhs, c'est obligé qu'il y ait de l'animation. Apparemment, tout le monde sait jouer. La dombra est un instrument multiples fonctions, un peu comme une guitare ou un banjo. Elle est utilisée pour accompagner des chanteurs en solo ou des chœurs. On peut soit gratter, soit pincer ces 2 cordes. Être assis ici, en charmante compagnie à écouter des musiques mélodieuses, c'est comme si les Kazakhs vous ouvraient les portes de leur monde. Et pour moi, c'est ça tout le charme des voyages. C'est maintenant à mon tour, le moment que je redoutais. On voit bien que je ne suis pas kazakh. Ok, je suis vraiment nul à ça, je vais la reposer. C'est encore loin? On y est presque. Maintenant, d'une maison de famille kazakh moderne à une autre résidence familiale, pour voir à quoi ressemble une vie sédentaire. Nous sommes à seulement 20 minutes d'Altaï, dans le village de Le Cité. Et comme vous pouvez voir, l'ambiance est complètement différente, c'est très reposant. C'est tellement beau ici, c'est très vert. Comment je salue les aînés? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, c'est correct? Exactement. Ah, j'ai un bon professeur. Assalamu alaikum. Le chef de famille nous accueille à bras ouverts. C'est une tradition nomade de cette partie d'Asie d'accueillir les invités avec du lait chaud et des amuse-bouches, comme leur célèbre fromage et autres produits laitiers. Il habitait dans les prairies avant? Oui. Comment sa vie a changé quand il s'est établi? La vie sédentaire est plus confortable et c'est pratique d'être à proximité d'une ville. La vie nomade est difficile. La maison est plus chaude en hiver. La vie est bien plus facile depuis qu'il a établi cette résidence permanente. Il a eu quelques VIP qui lui ont rendu visite. Leur hospitalité chaleureuse les place parmi les hôtes les plus chaleureux que j'ai jamais rencontrés. Voir que des traditions nomades restent vivantes parmi les Kazakhs sédentaires est à la fois bouleversant et touchant.
Cette famille qui s'est installée ici il y a 20 ans est maintenant parfaitement établie dans ce village au charme désuet. Et ils prospèrent dans leur maison permanente et bien que l'environnement soit différent, le traditionnel thé au lait est toujours fort. Les locaux préfèrent y ajouter du beurre pour le rendre plus doux, chaud et énergisant. Nous venons de terminer nos 3 bols de thé au lait et maintenant nous partons à la chasse au baies. Regardez, ça s'appelle du raisin sauvage. C'est l'heure du dessert. Oh, je salive déjà. Pendant que nous attendons pour le déjeuner, je fouille partout. Altaï est connu pour ses grandes neiges d'hiver et je viens de trouver l'outil pour m'en accommoder. Nous avons ça, le produit final, les skis traditionnels kazakhs. Ils ont utilisé de façon ingénieuse l'orientation de la fourrure de cheval. Comme vous pouvez voir, l'orientation naturelle est comme ceci, très lisse. Donc, quand vous descendez la pente, vous pouvez aller aussi vite que vous voulez, d'accord? Et quand vous remontez, la direction opposée des poils crée de la résistance. Ainsi, vous n'avez plus à craindre de skier en sens inverse. Très ingénieux. Voyons ce qu'ils ont ici. C'est un bâton de ski. Au lieu d'avoir 2 bâtons comme on en utilise aujourd'hui, ils ont cet énorme bâton. Quand ils descendent, ils plantent le bâton dans la neige pour créer de la résistance afin de contrôler leur vitesse dans la descente. Très commode. J'adore. Pendant des siècles, les Kazakhs, en tant que nomades, ont vécu dans ces maisons en feutre qui ont été créées spécialement pour leur environnement et leur style de vie. Elles sont pliables et transportables à dos de cheval en quelques heures. Venez voir l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, non? Cette chose ici est la partie la plus importante de la structure. Ça s'appelle le chandrak et symbolise l'unité et la famille car il soutient la structure de toute cette maison en feutre. C'est fascinant. Vous savez, bien qu'ils aient une maison permanente à côté, ils continuent à l'utiliser car, comme ils disent, l'architecture classique ne se démode jamais. On dirait que le déjeuner est prêt. Avant de manger, on rend grâce en remerciement de la nourriture que nous allons apprécier et pour souhaiter la bienvenue. Maintenant, la partie que nous attendons tous, le festin de mouton bouilli. Il coupe une partie de la tête du mouton. C'est un honneur d'avoir un morceau comme celui-ci. Doux et tendre, c'est délicieux. Le mouton fait partie du régime de base ici. Manger certaines parties du mouton comporte un sens particulier. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme a coupé les oreilles du mouton pour les donner à cette petite fille, car c'est la plus jeune de la famille, et cela implique qu'elle est supposée écouter et être obéissante. La viande est seulement bouillie dans l'eau avec un peu d'épices jusqu'à ce qu'elle soit tendre. C'est mangé traditionnellement avec les mains, comme on vous le montre. Avoir la chance de manger avec une famille kazakh est un privilège et me rappelle la maison où la nourriture est une occasion de se retrouver en famille. Tous les Kazakhs ont l'air d'être des artistes nés, et les enfants n'ont absolument pas peur de se montrer en spectacle. Si toute cette jovialité vous a donné envie de venir, n'hésitez pas. Et vous pourrez rester ici car les propriétaires s'apprêtent à héberger des visiteurs. C'est une belle journée d'été. Cependant, nous allons voir un trésor préhistorique qui montre ce que font les gens pendant les froides journées d'hiver. On nous a répété sans cesse qu'Altaï fut le premier endroit au monde où l'humanité a commencé à skier. Et maintenant, nous allons en avoir la preuve infaillible. Qu'est-ce que c'est? Je vous le montre dans une seconde, venez. Nous sommes sur le point de voir une puissante démonstration du génie des hommes préhistoriques d'Altaï, qui ont su tourner la neige à leur avantage. Nous sommes enfin ici pour voir notre preuve infaillible. Nous avons de la chance car nous avons Monsieur O avec nous. C'est un fermier local. Il a travaillé au champ aujourd'hui. Il a fait une découverte qui a attiré l'attention du monde entier.
Quand l'avez-vous découvert? En 1983. Comment l'avez-vous trouvé? Je poursuivais un chien ici et j'ai trouvé ça. Beaucoup de médias ont couvert l'événement. Ils sont venus du monde entier pour vérifier cela. Et des scientifiques sont venus aussi en raison de sa signification spéciale. Venez, je te donne un coup de main, ça va? C'est assez raide. À qui en avez-vous parlé? Au chef du village qui a fait un rapport. Et c'est vous qui surveillez ce trésor? Oui, c'est moi, le gardien principal. C'est très étroit, allez-y en premier. Il y a des trésors similaires par ici, mais celui-ci est particulier, car il montre l'ancienne origine d'un sport moderne. Je peux voir des chevaux? Oui, il y a aussi des vaches sauvages et des cerfs. Où sont les skieurs? Là où ils chassent. Vous voyez? Ils portent des skis. Oui. Dans leurs mains, c'est quoi? Des bâtons de ski. Et pourquoi ils skient? Surtout pour chasser et se déplacer. Quel âge a cette peinture? Les experts disent qu'elle a environ 10 000 ans. 10 000 ans? Qui l'a peinte? On ne sait pas. Nous n'avons aucune idée de la personne qui a peint cela. C'est incroyable. Je n'ai jamais été si près d'une peinture si ancienne. C'est un vrai privilège. Regardez encore plus près. Et maintenant, d'un art précieux à un matériau précieux. Mon cœur bat la chamade. Ce n'est pas à cause de ces paysages de montagne, mais d'autres choses. En tant qu'une des principales régions de production d'or en Chine, Altaï, la montagne d'or, porte bien son nom. Nous voulons bien sûr savoir d'où vient l'or, et nous sommes ici, dans une des mines d'or. Regardez les minerais que nous avons extraits aujourd'hui. Je ne vois pas d'or. Vous ne pouvez pas voir l'or directement. Après que les minerais sont nettoyés, il ressemble à ça. C'est de l'or, le truc jaune dessus? Non, c'est juste du cuivre sur la surface. C'est un minerai à plusieurs minéraux. Nous obtenons de l'or après transformation. J'ai du mal à y croire. Cette pierre, une fois transformée et nettoyée, se transforme en or. Je me rappelle d'un dicton qui dit que dans les 72 vallées d'Altaï, ils ont tous de l'or. Donc gardez ça à l'esprit quand vous viendrez la prochaine fois. Hormis l'or, Altaï est riche en autres ressources minérales. Les collectionneurs de pierres peuvent en acheter de toutes les formes et couleurs dans les magasins. Ou alors, ils peuvent tenter leur chance sur la route ou au bord de la rivière qui coule à travers la montagne d'or. Vous voyez comme c'est lumineux? Il est déjà 21 h dans le Xinjiang. Les jours d'été sont assez longs, donc il fait nuit tard. Nous avons eu une longue journée et je meurs d'envie d'une boisson. Le Xinjiang est très connu pour ses produits laitiers, en particulier Altaï. Cet endroit, bien qu'il ait l'air simple, fait les meilleurs yaourts de la ville. On va essayer ça. J'ai les miens. Vas-y, caméraman, prends-en. J'ai oublié de rajouter du sucre. C'est très acide, aussi fort que du jus de citron. Notre séjour à Altaï était rempli d'activités, de l'animation dans les plaines aux visites éclairantes, jusqu'aux magnifiques peintures sur roc. Altaï a beaucoup à offrir. De plus, on y est très bien accueillis, et je comprends pourquoi tant de Kazakhs ont décidé de vivre ici. Je regrette juste que nous n'ayons pas assez de temps pour tout faire. I just wish we had more time to take it all in. Oh, bye-bye. Hush, hush. Avant de venir ici, Altaï avait toujours eu un mystérieux attrait sur moi, et après avoir passé une semaine ici, je pars avec la tête pleine de souvenirs. Quant aux Kazakhs, je n'oublierai jamais ces gens au cœur généreux et à la culture enchanteresse. Au prochain épisode, nous irons au lac Kanas en espérant y voir le monstre. Donc pensez à rester à l'écoute pour la prochaine fois. Bien, je suis James Lamb, merci d'avoir regardé Carnet de route.